Et si le champ de bataille moderne se redéfinissait non plus par le bruit assourdissant des explosions, mais dans l'obscurité oppressante où l'ennemi devient intangible, presque fantomatique? En Ukraine, depuis plusieurs nuits, les ténèbres s'épaississent, non seulement à cause du crépuscule naturel, mais surtout sous les assauts répétés qui privent des millions d'habitants de lumière, de chaleur et de repères. Pokrovsk, Kharkiv, Odessa, Zaporijjia, Lviv. Autant de noms devenus synonymes de résilience, cibles d'une pluie ininterrompue de drones et de missiles, orchestrés avec une précision chirurgicale. Ces attaques ne sont plus l'exception, mais la règle. Les sirènes hurlent toute la nuit, les fenêtres vibrent, et chaque matin, la population doit réapprendre à vivre sans certitude, entre panne, pénurie et froid mordant, comme dans un décor d'après-catastrophe. Prenons l'exemple de Kharkiv. En l'espace d'une semaine, la ville a subi plus de 50 coupures de courant majeures. Les tramways sont restés figés sur les rails, les hôpitaux ont dû opérer à la lueur vacillante des lampes frontales, et les écoles ont improvisé des abris en sous-sol pour protéger les enfants. Un responsable local témoigne. Nous vivons désormais d'heure en heure, chaque journée est un défi pour maintenir un semblant de normalité. Ce n'est plus une question de quelques frappes isolées, c'est la structure même de la société qui chancelle. La stratégie qui se dessine vise à briser la colonne vertébrale logistique et énergétique du pays, à épuiser la volonté collective d'une nation condamnée à l'incertitude. C'est un basculement historique. Autrefois, la guerre se résumait à des progressions de troupes ou à des batailles frontales. Aujourd'hui, elle cherche à rendre la vie quotidienne impossible, à installer la peur, la fatigue, la résignation. Ignorer cette nouvelle phase, c'est risquer de sous-estimer la portée du conflit. Jadis, lors du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, la coupure des approvisionnements avait plongé la ville dans la famine, la maladie, la mort. Les parallèles avec la situation actuelle en Ukraine sont frappants. Les infrastructures civiles deviennent les premières cibles, la population civile, la première victime. Les conséquences dépassent largement le champ de bataille. Ce n'est plus seulement la guerre des soldats, mais celle de la société entière. Chaque nuit, la survie devient plus précaire. L'accès à la nourriture, à l'eau potable, à l'information fiable, tout cela se fragilise. Mais pourquoi cette intensification aujourd'hui? Que cherche-t-on vraiment à accomplir? Pour répondre, il faut explorer la logique stratégique qui se déploie loin des caméras, dans la froideur des états-majors. Depuis plusieurs semaines, la Russie cible méthodiquement les sous-stations électriques, les dépôts de carburant, les gares de triage et les centres logistiques. Il ne s'agit plus de conquérir du terrain au sens classique, mais de paralyser ce qui permet à l'Ukraine de fonctionner. L'énergie, la mobilité, la logistique, la santé. Par exemple, à Zaporijjia, plusieurs frappes ont détruit des nœuds ferroviaires essentiels. Les trains de ravitaillement, qui transportaient médicaments, nourriture et équipements militaires, sont désormais à l'arrêt. Les files d'attente devant les distributeurs d'eau potable deviennent la norme. En février dernier, une seule attaque a suffi à priver près de 200 000 personnes d'électricité pendant 72 heures. Cette évolution n'est pas sans rappeler le blocus de Berlin en 1948, lorsque la coupure des voies terrestres par l'Union soviétique avait pour but d'asphyxier la ville. À l'époque, c'est un pont aérien qui avait permis à Berlin-Ouest de survivre. Mais aujourd'hui, en Ukraine, la menace est plus diffuse, la réponse plus complexe. Il ne s'agit pas de maintenir une seule ville, mais tout un pays. Le paradigme s'est inversé. Jadis, quelques missiles frappaient sporadiquement. Désormais, chaque attaque s'inscrit dans une séquence calculée, visant à désarticuler la chaîne de soutien ukrainienne. Drones kamikazes, missiles de croisière, cyberattaques sur les réseaux électriques. La guerre devient un processus, une mécanique d'usure. L'effet est immédiat. L'obscurité s'abat sur les villes, les tramways s'immobilisent, les réseaux mobiles se taisent. À Lviv, les hôpitaux ont réactivé leurs générateurs à essence, mais le carburant se fait rare. Une infirmière raconte. Nous devons choisir quels appareils brancher. Parfois, nous n'avons plus assez de lumière pour lire les dosages des médicaments. La défense aérienne ukrainienne s'épuise. Les stocks de missiles anti-aériens fondent comme neige au soleil.
Les équipages doivent faire des choix déchirants. Intercepter ici ou là, mais jamais partout. Chaque perte d'équipement devient presque irréparable. Chaque trou logistique met en péril la résistance globale. Un exemple concret. Lors d'une nuit de bombardement sur Odessa, l'armée ukrainienne n'a pu intercepter qu'un tiers des drones lancés. Les 2 tiers restants ont atteint leur cible, détruisant des transformateurs et provoquant un incendie dans un dépôt d'essence. La ville a mis plus de 5 jours à rétablir l'électricité dans certains quartiers. La destruction d'une centrale, ce n'est pas seulement la perte d'une source de courant. Cela signifie des dizaines de milliers de foyers privés de chaleur, d'eau chaude, d'accès à Internet. Une usine à l'arrêt, ce sont des centaines d'emplois suspendus. Un réseau de défense aveuglé, c'est la vulnérabilité accrue aux prochaines attaques. Cette stratégie n'est pas improvisée. Elle répond aux théories de la guerre hybride développées depuis la fin du XXe siècle, où la domination passe par la combinaison des moyens militaires, économiques, technologiques et informationnels. Comme lors de la guerre du Golfe, où la neutralisation des infrastructures irakiennes avait précédé l'offensive terrestre, la Russie cherche ici à affaiblir son adversaire avant même le choc frontal. Mais l'Ukraine ne subit pas passivement. La résistance s'adapte, invente de nouveaux moyens de garder la lumière, la mobilité et l'espoir. À Kiev, des groupes de volontaires réparent chaque nuit les générateurs, organisent des réseaux de distribution de bougies et de batteries portables. Dans certaines villes, les habitants ont relancé des systèmes de chauffage collectif datant de l'époque soviétique. La guerre a quitté les tranchées. Elle se joue aussi bien dans le ciel, sur les réseaux sociaux, que dans l'esprit des populations. La peur, la désinformation, la désorganisation. Voilà les nouveaux ennemis, tout aussi redoutables que les obus et les drones. À Pokrovsk et Kharkiv, des centaines de drones, souvent bricolés dans des garages, saturent le ciel. Impossible de se déplacer à découvert sans risquer d'être détecté et ciblé. Les blindés se camouflent sous des filets thermiques, mais même cela devient insuffisant. L'armée doit inventer des tactiques inédites, circuler la nuit, se fondre dans le décor, utiliser des leurres électroniques pour tromper les capteurs. La précision des frappes atteint un niveau inédit grâce à l'analyse continue des données satellites, à l'écoute des communications, à la coordination numérique d'unités dispersées. En l'espace de quelques secondes, une image publiée sur Telegram peut devenir une cible. Lors d'un incident récent, un soldat ukrainien a partagé la localisation d'un dépôt de munitions. Moins de 20 minutes plus tard, un missile l'anéantissait. La frontière entre guerre physique et numérique s'efface. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de frappe, les alertes anonymes, les messages de panique circulent à une vitesse foudroyante. Il suffit d'un faux message pour provoquer l'évacuation d'un quartier entier, d'une fausse rumeur pour déclencher une vague d'achats paniques dans les supermarchés. À l'arrière, la pression monte. Les règles de mobilisation se durcissent. Il est désormais interdit aux jeunes hommes de quitter le pays. L'enrôlement s'étend à de nouveaux âges. Les déplacements sont contrôlés jusque dans les gares. Une mère de famille raconte « Nous vivons avec la peur permanente que mon fils soit mobilisé du jour au lendemain. » Les rumeurs de départ forcé étouffent toute tentative de fuite. Beaucoup dorment habillés, prêts à quitter la maison à tout moment. La guerre psychologique s'installe. L'anxiété enfle, alimentée par la circulation de rumeurs, de vidéos chocs, de bilans contradictoires. À chaque perte, chaque échec, une onde de choc parcourt la société. Les tensions internes s'aggravent. Rivalité, suspicion, lassitude rongent la cohésion. Parfois, des altercations éclatent même entre soldats du même camp. Le moral s'effrite sous la fatigue et la peur de l'avenir. Ignorer la dimension psychologique serait une erreur fatale. Lors de la guerre de Corée, par exemple, la désinformation et la propagande avaient autant pesé sur le moral des troupes que les combats eux-mêmes. Sans maîtrise des airs, de l'information et des esprits, la démoralisation se répand comme une traînée de poudre, désorganisant l'arrière aussi sûrement qu'une percée sur le front. La prochaine phase de la guerre, déjà amorcée, s'annonce plus périlleuse encore. L'infrastructure énergétique devient la cible prioritaire. Les frappes ne visent plus seulement à affaiblir l'armée, mais à plonger la société entière dans le noir. Dans l'histoire,
rares sont les conflits où la destruction de l'infrastructure a été aussi systématique. On se souvient du bombardement de Belgrade en 1999, où l'OTAN avait ciblé les centrales électriques pour forcer la reddition. La vraie victoire ou défaite ne se lit plus sur une carte, mais dans la capacité à se relever après chaque assaut. C'est la résilience, la faculté de réparer, d'improviser, de garder espoir, qui devient la mesure du succès. La guerre plonge dans une spirale d'usure. Chaque dépôt incendié, chaque réseau détruit, chaque réserve de carburant frappée n'est plus un simple chiffre dans un rapport. C'est un fil arraché au tissu de la résilience. À Dnipro, des quartiers entiers restent plongés dans l'obscurité pendant des semaines. Les convois humanitaires stagnent. La reconstruction après chaque frappe devient presque impossible. L'hiver approche, redouté comme un ennemi de plus. Désormais, la priorité n'est plus l'offensive, mais la survie. Tenter d'assurer du chauffage, de l'eau, un peu d'électricité. Des familles s'organisent en communautés improvisées. Dans la région de Lviv, des voisins se relaient pour chauffer une salle commune à l'aide d'un poêle à bois, partageant nourriture et chaleur. Les hôpitaux rationnent déjà l'énergie, reportent certaines opérations. Le froid frappe d'abord les plus vulnérables, enfants, personnes âgées, malades. Sur le plan économique, la guerre franchit un nouveau cap. Le récent décret russe sur la saisie des avoirs occidentaux n'est pas qu'un geste symbolique. Il marque une escalade dans la guerre de l'énergie et de la monnaie. L'espoir d'un soutien financier international s'effrite. Les banques limitent les retraits, les entreprises étrangères ferment boutique, laissant un vide difficile à combler. À Mariupol, par exemple, le départ d'un grand groupe industriel a provoqué la fermeture de centaines de commerces, l'exode de milliers de travailleurs. En Occident, le consensus se fissure. Les débats sur l'aide à l'Ukraine s'enveniment, les promesses d'armes et d'argent tardent à se concrétiser. Certains alliés doutent, d'autres privilégient leurs propres ressources face à la montée des difficultés internes. L'unité européenne et transatlantique, autrefois proclamée inébranlable, se fragmente sous la pression. On se souvient qu'en 1940, la France et la Grande-Bretagne peinaient déjà à accorder leur stratégie face à la menace nazie. Sur le terrain, la guerre n'est plus une succession d'offensives éclatantes, mais une course d'endurance. Le risque n'est plus seulement militaire. Tout peut basculer à cause d'une panne d'électricité générale, d'une crise sanitaire, d'un manque d'argent, d'une lassitude collective. Les lignes bougent peu, mais chaque jour use le moral autant que les ressources. Ce qui se joue dépasse la question du territoire. C'est l'avenir même des sociétés attaquées qui vacille, leur cohésion sociale, leur économie, leur capacité à reconstruire et à garder espoir. Rester debout devient une nécessité vitale. On se rappelle la reconstruction de Sarajevo après le siège. Sans solidarité, sans entraide, la ville n'aurait pas survécu. Même dans l'obscurité, la lutte ne se limite pas aux armes visibles. L'information devient un autre champ de bataille. Chaque récit façonne la volonté de tenir ou de céder. Dans cette guerre d'usure, chaque foyer devient une ligne de front invisible. La violence déborde des tranchées, s'insinue dans les rues, sabote les réseaux, fracture la routine. Dès que la nuit tombe, ce n'est pas seulement l'électricité qui disparaît, mais aussi le sentiment de sécurité, la cohésion sociale qui fait tenir la société debout. La première arme, c'est la lucidité. Savoir démêler le vrai du faux, repérer les rumeurs, vérifier les sources. Exagération, fausses percées, images sorties de leur contexte, savoir recouper devient vital. En 1938, la panique provoquée par la diffusion radiophonique de « La guerre des mondes » aux États-Unis avait montré la puissance de la désinformation. Aujourd'hui, l'échelle est démultipliée. Quand les coupures durent plusieurs jours, la résilience familiale s'impose. Prévoir des lampes à piles, une radio à manivelle, des réserves d'eau et de nourriture n'est plus un luxe, mais une nécessité. Les réseaux mobiles peuvent être inutilisables. Il faut anticiper l'isolement, garder sous la main de quoi rester en lien avec ses proches, recevoir les alertes. La survie passe aussi par l'entraide locale. Le voisinage devient un refuge. Partager provisions, brancher ensemble un générateur, se soutenir moralement. À Tchernihiv,
des habitants ont organisé des distributions de pain et d'eau, monté des abris collectifs dans les caves. Ce tissu d'entraide fait la différence entre une rue qui flanche et une rue qui tient. L'adaptation technologique est cruciale. La société civile apprend à fonctionner sans Internet, à revenir aux messages écrits, aux rendez-vous fixes. Quand les groupes en ligne ne servent plus, la radio à ondes courtes reprend du service, le bouche-à-oreille retrouve son utilité. Lors du siège d'Alep, ce sont les radios clandestines qui ont permis de coordonner l'aide. La confiance dans l'information vérifiée devient cruciale. Fuir les groupes anonymes, préférer les chaînes qui citent des témoins ou experts identifiés, c'est refuser la manipulation. Plus la pression monte, plus la quête de vérité doit primer, sinon la société sombre dans la suspicion et la division. Oublier ces règles, c'est risquer la panique, la désunion, l'épuisement. Du jour au lendemain, chaque foyer peut devenir une victime collatérale, non pas sous les bombes, mais par manque de préparation, d'information ou de solidarité. À Sarajevo, lors du siège, ce sont les réseaux d'entraide qui ont sauvé des milliers de vies. Mais la pression ne cesse de croître, car la guerre cible désormais les infrastructures vitales. Comment tenir lorsque chaque nouvelle frappe vise à détruire le quotidien? Il n'y a pas de recette miracle, mais l'histoire offre des pistes. Une première étape consiste à inventorier les ressources disponibles, recenser les points d'eau, les abris, les sources alternatives d'énergie. En Pologne, lors des grandes tempêtes de 1997, la population avait dressé des listes de familles équipées de générateurs pour organiser la rotation de l'électricité. Ensuite, il s'agit de structurer l'entraide, créer des groupes de veille, partager les informations fiables, organiser des tours de garde pour alerter en cas de danger. À Alep, des groupes WhatsApp ont permis de sauver des familles entières lors des bombardements nocturnes. Enfin, il faut maintenir le lien social, organiser des moments de partage, des ateliers pour enfants, des discussions collectives. Ce sont ces petits gestes, souvent invisibles, qui maintiennent le moral et empêchent la société de sombrer. Les frappes récentes sur les infrastructures et l'escalade de la guerre invisible sont plus qu'un bras de fer. Elles sont un message glaçant à toutes les sociétés modernes. La frontière entre front et arrière, entre civils et militaires, entre vrai et faux, n'a jamais été aussi brouillée. Renoncer, c'est abandonner l'avenir à la fatalité. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement la survie d'un camp. Ce sont les conditions vitales, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'économie, la confiance dans l'information, qui vacillent. Fermer les yeux, céder à la peur ou à la désinformation, c'est alimenter une stratégie qui vise à fragmenter les sociétés et à étouffer l'espoir. Mais il reste un espace d'action. À titre individuel, chacun peut résister à la résignation, rester vigilant, s'informer, soutenir les plus fragiles. Collectivement, refuser la banalisation de la violence, exiger la vérité, demander des choix justes, sont des actes essentiels. Chaque initiative éclaire la route partagée. L'histoire enseigne que l'endurance ne se mesure pas seulement à la force des armes, mais aussi à la capacité d'une société à demeurer humaine, lucide et solidaire, même dans la tempête. Ne pas céder à l'épuisement, ne pas baisser la garde, c'est déjà préparer la reconstruction, préparer la paix, même au cœur du chaos. Des exemples foisonnent. Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe a été possible grâce à la solidarité, à la planification, à la volonté de ne pas répéter les erreurs du passé. Au Japon, après le séisme de Fukushima, la discipline collective, l'entraide et la transparence de l'information ont permis d'éviter la panique et de limiter les pertes. La guerre change de visage, mais notre responsabilité ne faiblit pas. Restons éveillés, agissons ensemble, car l'avenir s'écrit chaque nuit à la lueur de nos choix.